Aujourd'hui dans Mythbuster, Adam et Jamie s'attaquent à un mythe éternel. Il paraît que ça fait très mal. La tolérance à la douleur est-elle différente selon les personnes? Entre les roux, Je suis fier d'en faire partie. les hommes et les femmes, quel groupe y résiste le mieux? Ce sont de sacrées mamans. Jurer fait-il vraiment du bien? Caramel! Ou bien est-ce du pipeau? Oh la vache, que c'est bon. Pendant ce temps, Tori, Grant et Carrie explorent le mythe des barbecues balistiques. Enflammons ce truc! Ils veulent savoir si une bouteille de propane exposée à la chaleur On a le meilleur boulot du monde. C'est clair! constitue réellement une fusée à retardement. 3, 2, 1. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Il me manque un sourcil? et Jamie Heineman. Du calme, ça va faire un peu mal. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. J'ai mangé une radio pour la science. À leur côté, Tori Bellecci, Grant Imahara Feu! et Carrie Byron. C'est terrifiant. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Et pour commencer, un mythe pour les masochistes. Douleur. D'accord, c'est flippant. Qu'est-ce que tu fais? J'imite Monsieur Spock quand il lit les pensées du Horta. Nous allons effectuer une série d'expériences sur la douleur. Ça tombe bien, tu me donnes mal au crâne. Non, je ne parle pas de ce genre de douleur. Nous avons 3 mythes. 1. Les femmes supportent mieux la douleur que les hommes. 2. Les roux sont plus sensibles à la douleur que la moyenne. Et je crois que tu vas aimer le dernier. Dire des gros mots augmente notre résistance face à la souffrance. T'as raison, j'adore ça. J'en étais sûr. La douleur, Adam la connaît bien. Voici d'ailleurs la preuve en images. Ce qu'il ne sait pas, c'est si son seuil de tolérance à la douleur se situe dans la moyenne. On a enfin une bonne excuse pour te clouer le bec. C'est ça, dans tes rêves. Comment va-t-on procéder? De toute évidence, nous allons devoir faire souffrir pas mal de gens pour tester ces mythes. Je peux m'en occuper. Ouais, je suis sûr que tu aurais des idées fascinantes. Mais tu sais, de vrais scientifiques travaillent depuis des années sur le sujet. Et je pense qu'il serait bon d'aller les voir pour leur demander quelles techniques ils utilisent. Car n'oublie pas qu'on ne doit blesser personne. Ah, d'accord. L'homme de la situation travaille à l'université de Stanford. Vos mots et vos spasmes constituent son gagne-pain. Dr. Chu, pourquoi en savez-vous autant sur la douleur? Je suis anesthésiste, mais aussi spécialiste de la douleur. J'ai un laboratoire ici à Stanford dans lequel j'effectue des recherches sur de nouvelles thérapies et des traitements antidouleurs. Et pour ce travail, j'ai besoin d'infliger une douleur contrôlée à mes patients. Avec l'aide du Dr. Chu, nous allons expérimenter 4 types de tortures cliniques afin de savoir laquelle sera la plus adaptée à nos tests. Normalement, ça ne devrait pas faire trop de dégâts. Tout d'abord, la chaleur. Cette petite boîte noire est un appareil thermique très précis que nous allons attacher au bras de Jamie. Nous augmenterons progressivement le degré de chaleur jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. J'ai hâte de voir ça. Bonjour Jamie. Bonjour. Jamie apprend que son bras va être soumis à une chaleur croissante pendant 60 secondes. Ou moins si la douleur devient insoutenable. Vous allez tenir cette souris dans la main droite. Dès que vous appuierez sur l'un de ces 2 boutons, la chaleur s'arrêtera instantanément. D'accord. Abby lui demande également de dire à quel moment il sent réellement la douleur. Là, je dirais que ça fait mal. Aïe. Mais c'est de Jamie qu'il s'agit, un homme d'acier, même s'il semble parfois un peu rouillé. Vous avez atteint le maximum. Merci. Je me suis bien amusé. Petite question pour notre dur à cuire, cette technique est-elle la bonne? Je dois bien avouer que c'était assez douloureux, et ça a même laissé une marque. Mais de là à utiliser cette technique sur un groupe de volontaires, je ne sais pas trop. Maintenant, changeons de cobaye et de méthode. Celle-ci s'annonce douloureuse et pimentée. Dans un instant, on va me faire sous la peau une injection hypodermique de capsaïcine, l'élément principal que l'on trouve dans les piments forts.
Il paraît que ça fait très mal. Nous avons déjà eu un aperçu assez intense des effets de la capsaïcine le jour où Tori, Grant et Carrie s'étaient sacrifiés afin de trouver un remède pour apaiser les bouches en feu. Si cette substance provoque une telle réaction sur la langue, imaginez les conséquences sous la peau. Bonjour Adam. Je vais vous demander de ne pas bouger pendant la piqûre. Luttez contre votre instinct, d'accord? On y va. Ok. Aïe, bon sang! Sur une échelle de 0 à 10? Ok, je dirais 6. Ah, j'ai vraiment l'impression de brûler. Je n'ai pas l'habitude de sentir une douleur qui ne laisse pas de traces. Alors là, je suis vraiment tenté d'aller mettre de l'eau dessus. Oui, vous aimeriez voir concrètement les effets de la douleur, c'est ça? Sur l'échelle de souffrance de Miss Buster, ce n'est pas pire que le jour où on m'a percé la langue. Ok, inspirez à fond. Expirez. Notamment parce que là, ça disparaît au bout de 10 minutes. Mais je n'ai pas envie de faire subir ça à des volontaires dans notre atelier. Donc, ce sera non pour la capsaïcine. Je vous laisse une minute. Pendant que Adam récupère, c'est au tour de Jamie de souffrir. Maintenant, la douleur électrique. 2 électrodes vont être fixées sur le bras de Jamie, au contact de sa peau, et un courant électrique va les traverser. Cela va irriter ses nerfs et engendrer une douleur localisée. Et ensuite, car ce n'est pas tout, cet objet appelé filament de Von Frey piquera la région douloureuse pour définir la zone de sensibilité. Si le visage de Jamie change d'expression, ça promet d'être passionnant. Le Dr Chu dessine une étoile sur l'avant-bras gauche de Jamie. L'objectif sera de le picoter à la fin de l'expérience pour tester sa sensibilité. C'est joli. Bien, Jamie. Je vais enclencher ce courant électrique et je reviendrai dans 30 minutes. Voilà qui va laisser le temps à Jamie de ressentir la douleur. Wow. C'est comme si j'étais au contact d'une clôture électrique. Ça n'a rien d'insupportable, mais ce n'est pas agréable non plus. Comme promis, le Dr Chu revient avec son aiguille scientifique. Je connais maintenant votre seuil de tolérance à la douleur électrique, ainsi que votre zone de sensibilité, ce qui était le but de cette expérience. Oui. On peut l'éteindre maintenant? Il ne nous reste donc plus qu'une seule torture à expérimenter. Nous savons tous que le froid peut tuer, mais il peut également faire très très mal. La température est tout juste au-dessus de 0 et la règle est la même, tenir aussi longtemps que possible. C'est une chose d'entendre parler d'une technique qui consiste à plonger sa main dans de l'eau glacée. Mais c'en est une autre de le faire. Le plus surprenant, même si ça ne devrait pas l'être pour moi, c'est que ça fait mal. Ça fait mal tout de suite et de façon très intense. Adam aimerait tenir la distance, mais ce ne sera pas pour cette fois. Non, j'arrête. J'arrête. Aïe, c'est violent. Oui, bravo. Adam a tenu 59 secondes, ce qui signifie que la douleur est atroce. Après avoir testé 4 types de supplices contrôlés, il ne reste plus qu'à choisir le bon. Tu te sens plus viril maintenant? Oui, un peu. Récapitulons ce qu'on a appris à Stanford. Je pense qu'on doit écarter le piment et l'électricité, car ils servent plus à tester la sensibilité que le seuil de tolérance à la douleur. Donc, il reste la chaleur et la glace. Je préfère la glace, car elle est là depuis plus longtemps et qu'on l'utilise souvent. Ça sera donc la glace. Et nous allons commencer par le mythe selon lequel les femmes supportent mieux la douleur que les hommes. Ça marche. L'heure est venue de découvrir qui de l'homme ou de la femme supporte le mieux le grand froid. Mais avant de commencer l'expérience, Jamie et Adam doivent concevoir un système capable d'être au service de la douleur sans pour autant négliger le confort. Pour rendre cette expérience plus agréable à regarder sur votre écran, Adam transforme une horloge de cuisine en chronomètre géant. Pour améliorer notre système, j'ai confectionné une sorte de déclencheur à accoudoir électronique. Dès que vous mettez votre main dans la glace et que votre bras repose sur l'accoudoir, le chrono se met en marche. Dès que vous enlevez le bras, l'horloge s'arrête. La pompe de recirculation de Jamie permettra de veiller à ce que l'eau glacée reste juste au-dessus du point de congélation tout au long de l'expérience. La chaise glaciale est fin prête. J'adore. À l'étage, 25 hommes et 25 femmes ne savent pas à quelle sauce ils vont être gelés. Et maintenant,
la fusée accidentelle qui pourrait bien gâcher votre prochain barbecue. T'as l'air tout excité, pourquoi? C'est le mythe d'aujourd'hui. Il me rappelle mon enfance. Vas-y, explique. Bien, imagine un garage ou un abri en feu. Dedans, il y a un barbecue avec une bouteille de propane. Elle explose et se transforme en une fusée propulsée à 45 mètres d'altitude. Oui, je connais ça. Ça ressemble beaucoup au mythe de la fusée chauffée sous l'eau. La chaleur fait monter la pression à l'intérieur de la bouteille, puis il y a une rupture catastrophique et la bouteille s'envole. Et ça, c'est censé te rappeler ton enfance? Je préfère pas en parler, car mes parents m'en veulent toujours. Comme je l'ai dit, nous avons déjà fait sauter des appareils sous pression. Nous les avons soumis à l'épreuve du feu. Et nous avons même tenté de transformer un réservoir de carburant en missile. Mais si ce mythe n'est pas bidon, alors le danger pourrait se tapir dans votre propre jardin. Selon ce mythe, une bouteille de propane se serait un jour transformée en fusée, s'envolant à la verticale pour atteindre 45 mètres de hauteur. Personnellement, je suis sceptique. Pourquoi? Les bouteilles de propane, comme tous les récipients pressurisés, disposent d'une soupape de sûreté. Quand la pression devient trop forte, cette soupape permet de libérer l'excédent et d'éviter ainsi une catastrophe. Et si, avec un feu très intense, la pression à l'intérieur de la bouteille montait très vite, ne laissant pas le temps à la soupape de réagir? Je suppose que c'est possible. Tout ceci des explosions. Vous vous demandez certainement comment une bouteille de propane peut se transformer en fusée. Laissez-moi vous montrer. Vous chauffez la bouteille. À l'intérieur, la pression monte tellement que la bouteille finit par se fissurer quelque part. Ce trou d'épingle forme alors une tuyère. Le gaz expulsé prend feu et tout ceci provoque une poussée qui envoie la bouteille dans le ciel, telle une fusée. Le barbecue peut être placé dans l'abri, puis c'est au tour de la vedette de l'émission. Et voilà le propane, venu tout droit de mon garage. Il ne reste plus qu'à ajouter le combustible. Ça fait beaucoup de bois, pas vrai? Normal, car nous voulons un feu long et intense. Ils remplissent l'abri avec du bois et du charbon, deux éléments qui devraient permettre d'alimenter le feu et de faire monter la température. Ce feu va être si intense que la bouteille a toutes les chances d'exploser. Mais c'est une fusée que nous voulons voir. Or, si la soupape de sûreté fait son travail, on devra certainement se contenter d'un joli brasier. Heureusement, dans Mythbusters, on se trompe souvent. Bien, il ne nous reste plus qu'à mettre le feu. Est-ce que ça va brûler? C'est sûr. Est-ce que ça va exploser? Possible. Est-ce que ça va se transformer en fusée? Je l'espère. Et après un arrosage d'essence généreux, Ça devrait faire l'affaire. l'équipe montre qu'elle sait allumer un feu. Ok, vous êtes prêts? Prêt? Enflammons ce truc. 3, 2, 1. Courez! Sur le chemin du bunker, chaque seconde semble durer 10 fois plus longtemps. Bon sang, ça monte haut! Oh la vache! Le temps d'y arriver, l'abri est une véritable fournaise. La caméra infrarouge indique 302 degrés. Regardez, c'est tout blanc. Alors que la température vient de dépasser les 400 degrés, la soupape de sûreté entre en action et fait exactement ce qu'on attend d'elle. Ça y est! La soupape vient de lâcher. Regardez, on dirait un lance-flamme. Et voilà, la bouteille n'a pas bougé. La pression ne s'est pas accumulée assez vite et a été évacuée par la soupape. Le point à retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture au niveau de la bouteille. Et donc, pas d'explosion. On a vu un jet de flamme, mais pas de poussée. Et donc, pas de fusée. L'abri n'est plus qu'un amas de cendres. Et notre équipe ne désespère pas. Le mythe n'est donc toujours pas confirmé. Nous allons devoir désactiver cette soupape de sûreté pour obtenir un résultat. Il faut retourner à l'atelier et modifier les conditions pour réussir à transformer une de ces bouteilles en fusée. Ok. Ce mythe s'intitule « Un mal pour un bien ». Mais je dois avouer qu'il est parfois difficile de voir le bon côté des choses. Adam et Jamie ont choisi leur technique de torture. Les cobayes vont devoir garder la main dans de l'eau glacée le plus longtemps possible. Le premier duel va opposer les hommes et les femmes.
Les volontaires sont tous en bonne santé. Ils ignorent tous que leur participation ne durera pas plus de 3 minutes. En fait, ils ignorent même la raison de leur présence. L'heure est venue d'opposer les hommes et les femmes afin de vérifier le mythe selon lequel les femmes supportent mieux la douleur que les hommes. C'est intéressant, car notre société considère que l'homme est fort et la femme toute fragile. L'inverse serait donc super, non? Absolument. Et c'est ce que nous allons découvrir. Je veux que vous gardiez les doigts bien écartés pour que le froid les pénètre mieux. D'accord. Et ne bougez pas la main dans l'eau. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Oui, oui. Très bien. Mélissa, commencez. Les autres instructions sont semblables à celles données aux garçons à Stanford. Prévenir quand ça commence à faire mal et sortir la main quand la douleur est trop forte. Ça fait mal. D'accord. T'as entendu? Ouais. Les secondes passent, mais Mélissa reste de glace face à la douleur glaciale. Et c'est fini. On arrête, car vous avez tenu jusqu'à la limite des 3 minutes. Excellent. Vous avez été incroyable, incroyable. D'entrée de jeu, les femmes frappent un grand coup. Mais il n'en sera pas de même pour les prochaines représentantes de la gent féminine. Quand vous commencez à sentir la douleur. Là, ça commence à faire mal. D'accord. Les 4 candidates suivantes sont au niveau de Adam. Elles ne tiennent pas plus d'1 minute. Merci beaucoup. D'autres femmes, en revanche, se montrent particulièrement résistantes. Bien, ça fait 3 minutes. Vous pouvez sortir la main. Bravo. Oh là là. Bien joué. On va vous réchauffer. D'accord. Mais comment un simple bocal d'eau froide peut-il provoquer autant de souffrance? Notre peau contient des récepteurs sensoriels spéciaux, les nocicepteurs sensibles à la température. Donc, quand la température de votre peau chute, ces récepteurs envoient un signal à votre moelle épinière, puis à votre cerveau. Et c'est ce signal que l'on interprète comme de la douleur. Le but de la douleur est de vous faire retirer la main avant que des lésions graves n'apparaissent. Le test de tolérance commence maintenant pour les hommes, qui, comme leurs adversaires du jour, ignorent totalement qu'il s'agit d'une bataille entre les sexes. Allez-y. Bien, écartez les doigts. C'est parti. Dites-nous quand vous commencerez à avoir mal. Pour l'information, cela arrive au bout de 15 secondes. Ok, là ça fait mal. D'accord. 30 secondes plus tard, Thomas, qui a l'air aussi solide que du tech, n'en peut plus. Top chrono. Ça fait mal, pas vrai? Oui. Ok. Au cours des 60 minutes suivantes, d'autres hommes vont venir goûter à la morsure du froid. Ah, ça suffit. Excellent. Certains tiennent jusqu'au bout. Et voilà, les 3 minutes sont passées. Excellent. Voilà. Attention, vous avez de la glace sur l'avant-bras. Alors que d'autres semblaient, dès le départ, voués à l'échec. Bien. Vous devez nous dire quand vous commencez à sentir la douleur. Oui, c'est déjà le cas. Vous avez déjà mal? D'accord, continuez jusqu'à ce que ce soit trop douloureux. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour épeler le mot gelure. Ça suffit. Excellent. Joli coup. Bien, attention à la marche. Steven est terrassé par l'implacable douleur. Merci, Stéphane. Merci à vous. Grâce à tous ceux qui se sont relevés les manches pour la science, Adam a pu réaliser ses calculs. Et nous sommes donc en mesure de vous dire quel sexe a remporté l'épreuve. Qui des hommes ou des femmes a résisté en moyenne le plus longtemps? Voilà. Nous avons compilé les données de nos cobayes. Veux-tu connaître le résultat? Oui. Bon, le voilà. Et le mythe est confirmé. Les femmes ont eu en effet un seuil de tolérance à la douleur raisonnable supérieur à celui des hommes. J'en reviens pas. Haha. Et bien fait pour vous les hommes. Les femmes ont gagné, mais Jamie aimerait aller plus loin. Je voudrais notamment m'intéresser aux femmes qui ont accouché sans anesthésie et qui ont donc subi une douleur très intense. Je pense donc qu'il faudrait extraire ces données en particulier. Voilà, parfait. C'est une opinion partagée par les principales intéressées. Je pense que les femmes ont une plus grande tolérance à la douleur, car elles doivent supporter l'accouchement. Et voilà, vous avez tenu 3 minutes. Ça fait mal, hein? Oui.
13 des femmes ayant passé le test ont accouché sans péridurale. Il est temps de connaître leurs résultats. Dites-moi quand je dois y aller. Allez-y. J'ai accouché 3 fois sans péridurale et à chaque fois, sur une échelle de 1 à 10, la douleur a atteint 10. Pas étonnant que Kelly soit l'une de celles qui ont tenu jusqu'au bout. Et vous avez atteint les 3 minutes. Vous pouvez enlever votre main. Ça a duré 3 minutes? Ouais. Waouh! Après avoir isolé les chronos des mères ayant accouché naturellement, Adam ne tarde pas à pondre le résultat. Alors, ça donne quoi? Eh bien, c'est passionnant. Nous avons séparé les résultats obtenus par les mamans qui ont accouché naturellement de ceux obtenus par les autres mamans. Et le score moyen se révèle être très intéressant. Ces dernières ont tenu 73,8 secondes, soit moins que la moyenne des hommes. Tu comprends ce que ça implique? Tu vas me le dire, j'imagine. En effet, cela signifie que les mamans qui ont accouché naturellement ont réalisé une impressionnante moyenne de 124 secondes, bien au-delà de celle des hommes. Waouh, ce sont de sacrées mamans. C'est clair. Conclusion, dans notre test du seuil de tolérance, les femmes ont battu les hommes. Et celles qui ont donné la vie sans anesthésie écrasent tout le monde. Mais nous n'en avons pas encore terminé avec ce mythe, car nous allons bientôt savoir si les roux sont bel et bien les plus grandes mauviettes du monde. Tori, Grant et Carrie sont en train de tester le mythe selon lequel une bouteille de propane surchauffée pourrait se fissurer et décoller comme une fusée à 45 mètres de hauteur. Pour l'instant, ils ont seulement réussi à brûler un abri. Du coup, ils veulent maintenant mettre la soupape de sûreté d'une bouteille vide hors service. Ces bouteilles de propane sont dotées de tout un tas de systèmes de sécurité, spécialement conçus pour éviter que n'importe qui puisse s'amuser à les enlever. Nous autres, professionnels, allons donc devoir fabriquer nos propres outils afin de venir à bout de ce verrou très spécial. Mon objectif? Transformer cette clé en un outil d'extraction personnalisé. Nous n'en dirons pas davantage sur le sujet car il est fortement déconseillé de tenter cette expérience vous-même. Bien sûr, Grant ne perd pas de temps pour enlever le dispositif et pour reboucher le trou afin de simuler une vieille bouteille dotée d'une soupape défectueuse. À mon avis, une fois cette soupape de sûreté désactivée, nous allons avoir un grand boom. De retour sur le site d'explosion, Tori dévoile l'autre grande modification de ce plan B. Au lieu de brûler un abri, ils vont chauffer leur bouteille avec un réchaud. On installe un réchaud qui sera relié à un tube long de 6 mètres, lui-même rattaché à un tuyau de 60 mètres qui descendra jusqu'à notre bouteille d'alimentation. Pour être tout à fait clair, cette bouteille d'alimentation va envoyer du propane directement au réchaud afin que la flamme reste allumée. Elle n'est en aucun cas reliée à notre fusée potentielle. Mais mieux vaut rester prudent. Ok, on y est. Au niveau de la bouteille d'alimentation se trouve un intercepteur de flamme. Comme ça, si jamais une flamme remonte le câble jusqu'à notre bouteille d'alimentation, cette dernière n'explosera pas. En résumé, ils préfèrent que cette bouteille reste en un seul morceau pendant que l'autre est envoyé vers la stratosphère. Pour voir si leur technique fonctionne, Tori allume le réchaud. C'est parti. Pendant que Grant envoie le gaz. Vite, dans le bunker! Ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Une grosse boule de feu. Oh, une fusée géniale! Ouais, regardez, ça noircit par le bas. Et on voit le brouillard de chaleur au-dessus. Au bout de 10 minutes, la bouteille modifiée semble sur le point d'exploser. Vous n'avez pas l'impression qu'elle commence à s'arrondir? Si. Ouais, carrément! Bon, c'était pas une vraie fusée parce que les morceaux ont volé par là, par là, par là, par là et par là et par là. Et oui, ils sont partis dans toutes les directions, sauf à la verticale. Il y a un morceau ici! Incroyable! Heureusement qu'on était dans le bunker. Bon sang! Nom d'un chien. L'explosion a été si forte qu'elle a éteint la flamme du réchaud. Certains éclats ont volé latéralement sur une distance de 90 mètres. Mais on ne peut pas appeler ça une fusée.
Voilà ce qu'il reste de notre bouteille et c'était plus ou moins ce qu'on avait prévu. Elle a éclaté. Malheureusement, elle s'est également éparpillée. On a généré une ébullition-explosion. Notre bouteille s'est brisée et a perdu toute son énergie d'un coup, au lieu de créer une sorte de tuyère propulsive. Ce qu'il faudrait, c'est un petit trou à la base de la bouteille afin de libérer toute la force du gaz pressurisé. Avec une bouteille rouillée au bon endroit, nous aurions de bonnes chances d'obtenir notre fusée. Je pense qu'on peut y arriver. Mettons-nous au travail. D'accord. Nous voici de retour dans l'atelier. Mais avant de trafiquer ces bouteilles pour en simuler l'usure, je dois d'abord mieux connaître mon adversaire. Je vais donc en couper une en deux pour savoir quelle est l'épaisseur de la paroi. Car nous voulons seulement percer une partie de cette paroi, pas l'intégralité. Mais très délicatement. Tori coupe la bouteille en deux, puis il sort son pied à coulisse. Sachant que la base de cette bouteille mesure 2 mm d'épaisseur, c'est là que nous devons fragiliser la bouteille, afin que ça se perce ici avant que la bouteille ne se fissure, et pour que ce trou forme une tuyère qui engendrera une poussée. Grant règle la perceuse à la moitié de cette profondeur, puis entame la paroi afin d'obtenir un effet d'usure sur la bouteille. Maintenant, elle va pouvoir s'envoler. Ok. Sur le site des explosions, eh bien au moins il ne pleut pas. Oh purée. Dans de telles conditions, la NASA annulerait l'opération. Mais patience et mère de sûreté. Le brouillard finit par se dissiper et l'équipe espère de tout cœur assister à un vrai décollage. On va bien s'amuser. Pour que ce mythe soit confirmé, nous devons envoyer cette bouteille de 20 litres à une altitude de 45 mètres. Ça veut dire qu'il va falloir une sacrée poussée. Plus que ça en tout cas. Comme la dernière fois, ils vont chauffer avec un réchaud à gaz la bouteille dont la soupape de sûreté est bouchée. C'est bon pour vous? C'est le moment de vérité pour cette bouteille trafiquée. Nous allons enfin savoir si une bouteille de gaz de 20 litres pour barbecue peut vraiment s'envoler. Ok, paré pour le décollage. Ok, j'allume le feu. C'est bon. Voyons si on va avoir une fusée. Je crois que ça va marcher cette fois. Je sens bien cette expérience. Moi aussi. La bouteille est usée au bon endroit, ce qui devrait former une tuyère propulsive. Quoi qu'il arrive, ce sera spectaculaire. Mais il va falloir se munir de patience. Après 4 minutes, la bouteille ne gonfle pas comme la dernière fois. Et soudain... Je n'ai pas vraiment vu de fusée. Non, ça a juste explosé. Une fois de plus, le souffle de l'explosion a éteint le réchaud. C'est très impressionnant, mais le mythe n'est toujours pas confirmé à la verticale. Il y a une rupture au niveau inférieur de la bouteille. Elle a éclaté et s'est dispersée dans différentes directions. Mais ça n'avait rien d'une fusée. Hé Grant, regarde! J'ai trouvé un morceau de la bouteille. Tout là-haut? C'est dingue, non? Le lancement de la fusée a encore lamentablement échoué. La partie qui a explosé en premier avait pourtant pris la bonne direction. Vous avez vu où ça s'est rompu? Exactement là où nous avons altéré la paroi de la bouteille. Toujours pas de fusée. Mais vous savez, avant d'abandonner définitivement, il faut savoir qu'on a utilisé une bouteille pleine. Mais si elle avait été presque vide? Une autre explosion? Je suis partante. Moi aussi. La théorie de Grant, selon laquelle qui peut le plus peut le moins, pourrait bien être la solution pour libérer le pouvoir du propane. Et comment refuser une nouvelle explosion? Une bouteille de propane presque vide pourrait bien se transformer en fusée. Petite illustration avec cette bouteille d'eau. L'eau contenue dedans représente le propane. Il est incompressible. Le gaz n'a pas assez de place pour se dilater et générer de la pression. Mais si nous enlevons une grande partie du liquide, tout ce volume va permettre au gaz de se dilater et de générer de la pression. Et grâce à ça, on va peut-être enfin pouvoir avoir notre fusée. J'ai du mal à croire que cette expérience va avoir un autre dénouement que les 3 précédentes. Mais comme nous avons légèrement modifié les conditions, avec moins de propane dans la bouteille, peut-être que le résultat sera différent. Cette fois, c'est à Carrie de cuisiner et de courir. Personne ne sait ce qui va arriver, ni combien de temps ça va prendre.
J'ai l'impression que ça gonfle un peu. Elle noircit complètement. C'est là que ça devrait exploser. Fusée au propane, à toi de jouer. Et comme pour répondre à Tori, On a eu notre fusée! Attends. On n'a pas atteint les 45 mètres et elle n'a pas eu une trajectoire verticale. Certes, mais avoue que c'est ce qu'on a vu de mieux pour l'instant. en fait, c'est la première bouteille à avoir décollé comme un missile tout en restant intacte. On est tous excités parce qu'on a réussi à créer quelque chose qui ressemble à une fusée. La bouteille s'est élevée à 18 mètres et non à 45. Mais c'est aussi prometteur que spectaculaire. Il faut le vouloir pour appeler ça un mythe bidon. C'est vraiment plausible. Elle n'est pas montée assez haut, mais elle a vraiment eu l'air d'une fusée. Ouais, ça ressemble à la plupart de nos mythes. On a des conditions extrêmes et un résultat complètement dingue. Mais on n'a pas obtenu la hauteur voulue. Alors comment faire pour qu'elle monte à 45 mètres? Un tel rire ne peut signifier qu'une seule chose. L'équipe ne compte pas s'arrêter là. Et maintenant, Adam? Maintenant, un mythe qui me concerne personnellement, et selon lequel les roux seraient plus sensibles à la douleur que la moyenne. Donc, tu veux une nouvelle fois souffrir pour la science? Non. Marcher sur des charbons ardents, ça m'a suffi. Je m'en souviens comme si c'était hier. À cette époque, toute l'équipe avait tenté l'expérience. Et la seule personne à en avoir souffert avait été notre rouquin national. Selon une croyance universelle, les roux ne supportent pas la douleur. Donc, du blond vénitien au roux carotte, Adam a rassemblé tout un assortiment de petits camarades. Les règles sont exactement les mêmes que lors de l'opposition homme-femme. Et dès le départ, la rumeur semble se confirmer. Je déteste le froid. Super. J'y vais. C'est parti. Parfait. J'ai entendu dire que les roux avaient un seuil de tolérance à la douleur moins élevé. Mais je n'en connais pas assez pour confirmer ou infirmer. On verra bien le résultat aujourd'hui. En effet, J'arrête. Excellent. car plus de 20 femmes C'est horriblement froid. Vous trouvez? et d'hommes Quand vous voulez. vont défendre les couleurs de leur chevelure. Parfait. Je pense que c'est un mythe. On sent la douleur peut-être plus vite que les autres. Là, ça fait mal. Mais je pense qu'on la tolère aussi bien, si ce n'est mieux. Vous avez tenu les 3 minutes. Vous pouvez sortir la main. Comme Ryan, quelques cobayes ont contredit le mythe selon lequel les roux seraient des chochottes. Vous avez tenu 3 minutes. Fini. Vous pouvez ressortir votre main. Très beau travail. Asseyez-vous. D'autres, en revanche, semblaient prédisposés à le confirmer. Je sais que je supporte moins la douleur que la moyenne car je suis un gros bébé. Jane tiendra finalement 90 secondes, comme les autres roux. Excellent travail. Il résiste assez longtemps pour laisser planer le doute quant à la véracité de ce mythe. Voilà, Jamie, c'est l'heure du verdict que tu attends avec impatience. Les roux contre le reste du monde. J'ai fait mes calculs. Tu veux connaître le résultat? Oui. Bon, le voilà. Le mythe selon lequel les roux supportent moins bien la douleur est complètement bidon. La preuve, ils ont tenu largement plus longtemps que tous les autres cobayes. Tu es des leurs, ça te rend fier? Oui, je suis fier d'en faire partie. Le dernier lancement de bouteille de propane a frisé la perfection. Il ne reste plus qu'à atteindre la hauteur de 45 mètres. Pour confirmer ce mythe, Tori construit donc une rampe de lancement de 4,50 mètres. Il met également au point un système qui permettra d'obtenir la tuyère parfaite. J'ai placé un pistolet 9 mm dans un étau et je l'ai orienté vers le bas de notre bouteille. Cet étau est relié à un moteur lève-vitre. Je n'ai plus qu'à enclencher ce moteur qui tirera sur la mâchoire de l'étau et la balle partira. Voici une façon novatrice de lancer une fusée. De retour sur le site pour la toute dernière expérience, le système de Tori est installé en quelques minutes. Mais il reste un point d'interrogation, la puissance de la balle. Si la balle traverse entièrement la bouteille et fait 2 trous, toute la pression va s'échapper du deuxième trou.
Nous avons donc choisi une arme de petit calibre afin que la balle ne ressorte pas de l'autre côté. Le pistolet est prêt. Tu peux allumer les fusées éclairantes? Ces fusées éclairantes permettront d'allumer la flamme quand Grant aura ouvert le gaz. Le pistolet soigneusement fixé sous le réchaud sera déclenché à distance par Tori. C'est ce que je préfère. Reproduire le résultat. Ok, tout est prêt, on décampe. On a le meilleur boulot du monde. C'est clair! Alors que la flamme enveloppe la bouteille, l'équipe estime le temps d'attente à 8 minutes. On sait à peu près quand on doit enclencher le système. Mais si, pour une raison X ou Y, la bouteille se met à gonfler, tire tout de suite, avant que ça n'explose. Ok. Nos amis connaissent bien la musique, mais l'attente leur semble pourtant interminable. Chaque fois que nous devons attendre une explosion, je trouve que le temps passe vraiment très lentement. Oui, je sais. J'espère que la balle ne percera que le fond de la bouteille et formera une tuyère. Le temps passe et les premiers signes de rupture apparaissent enfin. Regardez, j'ai l'impression qu'elle gonfle. Oui, je trouve aussi. S'ils attendent trop longtemps, la bouteille risque d'exploser, alors il faut agir. Le coup de feu devrait percer le bas de la bouteille et transformer celle-ci en fusée. 3, 2, 1... Regardez, elle tourne encore! Le lancement a été un succès. Et le suspense qui l'a précédé était vraiment intense. Grâce à la tuyère de 9 mm et à la rampe de lancement, nous avons enfin obtenu une vraie fusée au propane. Si cette bouteille avait eu des ailettes pour maintenir sa trajectoire, qui sait? Par rapport au mythe original, on n'a certes pas atteint les 45 mètres de hauteur, mais ça ressemble quand même à une vraie fusée. Je pense que ça reste plausible. Oui, c'est plausible. Plausible. Si toutes les conditions sont réunies, je pense qu'une bouteille de propane peut se transformer en fusée. Et maintenant? Petite démonstration. La vache! Ça va pas! Ce juron a-t-il allégé ta souffrance? Je sais pas. C'est justement notre prochain mythe. Les jurons améliorent-ils le seuil de tolérance à la douleur? Question très intéressante, mais qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Nous avons souvent dit des gros mots dans cette émission, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'ils ne sont pas seulement censurés par des bips. Si notre bouche est visible, elle doit également être floutée pour vous empêcher de lire sur nos lèvres les vilaines choses qui en sortent. Et ces opérations sont très onéreuses. Donc, pour ce mythe, j'ai décidé d'aider nos monteurs en confectionnant un casque qui cachera notre bouche. Ils n'auront plus qu'à rajouter un bip, ce qui coûtera bien moins cher. Vu que le matériel est exactement le même, en quoi ce test est-il différent de tous les autres? Pour ce test, la taille de l'échantillon sera de 5. Sauf qu'au lieu de regrouper les données des 5 sujets pour en extraire une moyenne générale, chaque cobaye sera comparé à lui-même. Pour séparer la phase avec gros mots de la phase sans gros mots, nos volontaires vont d'abord devoir prononcer des mots normaux pendant l'expérience. Carrie, Tori et Grant compléteront la liste des cobayes. Le test va se dérouler en 2 étapes. Tout d'abord, la phase de contrôle durant laquelle ils choisiront les mots ordinaires à crier quand ils auront mal. Ok. Voilà mes mots. 5 mots. Pas gros. D'abord, Grant. Puis Carrie. Et ils vont devoir tenir le plus longtemps possible. Beignet. Caramel. Myrtille. Sucre. Escalope. Juste au ciel. Piston. Mais tous deux s'arrêtent bien avant la limite des 3 minutes. J'en peux plus. L'horreur. Ah! Bon, je vois des points blancs. Je peux pas tenir aussi longtemps. C'est au tour de Adam de tester la résistance de ses doigts. Chiot, chaton, bébé, canton, bébé hippopotame. Mais il échoue encore à moins d'1 minute. Chiot, chiot, chaton, chaton, bébé hippopotame, bébé, canton. Ah! Le prochain cobaye chargé de garder le contrôle n'est autre que Tori. 3, 2, 1. Assistance,
Bateau. Drôle. Cacao. Coupure. Assistance. Pardon. Bateau. Sacré nom, qu'est-ce que c'est froid! Tori n'a pas réussi à contrôler sa langue folle. Sur une échelle de 1 à 10, j'ai dû atteindre au moins 15. Et la sanction est immédiate. Oh bon sang, c'est complètement endolori. Tori, merci d'avoir participé, mais je vais devoir te disqualifier. Pourquoi? Tout d'abord, parce que tu as juré pendant le test, alors que c'est justement la chose à ne pas faire pour cette expérience. En plus, tu as dépassé les 3 minutes, et on ne sait pas si c'est grâce aux gros mots ou pas. Donc, fini la torture pour moi? Si je comprends bien. Oui. Mais Jamie fera-t-il mieux? C'est ce que nous allons voir. Caramel, poisson, éclair, piment. J'ai l'impression que j'ai la main en feu. Mais nous savons tous que Jamie n'est qu'à moitié humain et par conséquent, il tient tête à l'eau glacée et résiste jusqu'à la limite autorisée. Si vous atteignez les 3 minutes au premier test, vous êtes automatiquement éliminé du second test, car il n'y a pas d'amélioration possible. Je suis donc exclu. Jamie et Tori doivent donc être remplacés. Chio, chaton. Will et Yvette s'y collent et se qualifient pour le second test. Maintenant, la phase censurée de l'expérience. Adam place l'anti-juron sur Grant. C'est génial. Oui, je sais. Va donc faire le test. Ok. À tout de suite. Ce système enlaidit Grant, mais souvenez-vous, c'est pour la science. Au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Oh! Bon, j'arrête. La vache. Yvette et Will font sensiblement la même chose. Puis Carrie nous gratifie de noms d'oiseaux qui choqueraient même un vieux loup de mer. Oh bon sang! Et cela semble fonctionner puisqu'elle parvient à tenir jusqu'à la limite. Le dernier à espérer que sa maman ne regardera pas l'émission, c'est Adam. Ok, 5 gros mots. Voyons si ces jurons permettront à Adam de tenir plus longtemps. C'est parti. 3, 2, 1. Allez. Oh bon sang. Difficile de dire si les jurons l'ont aidé, car Adam sort sa main juste avant de passer la première minute. C'est terrible. Oh, je dois sortir. Une fois les données compilées, Jamie dévoile les résultats du test. Tout le monde a fait mieux? En effet, 30% de plus en moyenne. Waouh. Incroyable. Crier des vulgarités, Poisson, au lieu de crier des mots ordinaires, a permis à nos volontaires d'augmenter le seuil de tolérance de 30%. Mais comme nous le disons toujours, les enfants, ne faites pas la même chose à la maison. Oh, que c'est bon. conclusion, Jetons un coup d'œil à la liste. Premier mythe, celui selon lequel les femmes supportent mieux la douleur que les hommes. c'est confirmé. Exact. Deuxième mythe, celui selon lequel les roux supportent moins la douleur que les autres. Étonnamment, c'est bidon. Et enfin, le mythe selon lequel dire des gros mots permet de mieux supporter la douleur. C'est confirmé. Subir ces expériences douloureuses n'a pas été agréable, mais je suis très content des résultats obtenus. Tu connais le dicton? Lequel? C'était un mal pour un bien.